Bonjour et bienvenue dans cette formation, je vais enchaîner la deuxième partie de la gestion des carrières. L'étude et la détermination des besoins organisationnels ciblent les emplois et les métiers ou professions stratégiques par rapport aux objectifs d'affaires de l'organisation. Cette étape doit conduire à repérer les postes clés au sein de l'organisation, à évaluer si leur nombre ira croissant ou décroissant, puis à désigner les titulaires actuels de ces postes. Ce faisant, les organisations peuvent anticiper le niveau de risque associé à des départs dans les postes clés et envisager des solutions. Selon le nombre de postes qui seront créés ou les départs anticipés de certains titulaires, départs pour cause de mobilité, de roulement ou de retraite, il est possible de prédire les postes vacants. Dans le cas de la gestion des carrières, le processus revêt une forte dimension stratégique. Par exemple, l'équipe de direction de Bombardier Aéronautique se rencontre pendant 2 jours pour discuter des enjeux stratégiques de l'entreprise et déceler les talents dans les postes clés. Cette rencontre est intégrée à l'ordre du jour des revues opérationnelles trimestrielles, de manière à intégrer la gestion des carrières aux besoins organisationnels. Au cours de cette étape, les organisations peuvent aussi étudier les pyramides des âges et les départs à la retraite. Il est ainsi possible de savoir où seront les besoins organisationnels dans les années à venir. C'est en procédant ainsi que l'on a constaté les besoins criants de remplacement des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises familiales au Québec. La constitution d'un réservoir de talent. La constitution d'un réservoir de talent consiste à cibler, à l'interne, les personnes susceptibles d'occuper les postes qui seront vacants, et ce, immédiatement ou à moyen terme. Cette étape suppose une bonne connaissance du potentiel d'évolution des employés, de leurs compétences et de leur rendement actuel, ainsi que des compétences qu'ils devront acquérir pour répondre aux exigences des postes à pourvoir. La constitution d'un réservoir de talent peut se faire dans le cadre de revues de personnel, c'est-à-dire de rencontres entre cadres dirigeants et cadres supérieurs où il s'agit de repérer les talents de demain, ou par le truchement de systèmes informatisés qui permettent à chaque employé de s'auto-évaluer et de faire connaître ses aspirations de carrière. La préparation de la relève. La dernière étape du processus de planification des carrières vise à déterminer les actions à entreprendre pour assurer que les postes clés, une fois vacants, pourront être occupés par des personnes capables de les assumer. Ces actions conduisent en général à établir un parcours individuel de formation, changement de poste préalable, affectation à l'international, formation au leadership, formation à la culture d'entreprise, formation technique propre à certains métiers, etc. Ainsi, elle demande de faire un pont avec l'information générée par la planification des RH, le bilan de l'offre et de la demande de travail et l'analyse des déséquilibres, l'analyse des postes, les exigences et le profil des postes, l'évaluation des employés, le rendement et le potentiel, et les pratiques de développement des employés. La connexion entre différentes grandes pratiques de GRH peut devenir complexe, et les systèmes informatiques sont souvent utiles pour synthétiser l'information et la traiter. Les responsables des RH peuvent s'appuyer sur des logiciels tels que le logiciel de planification de la succession proposé par Taleo ou ceux conçus par Technomedia, qui offrent à la fois des possibilités d'auto-évaluation par l'individu et d'aide à la détermination des besoins pour l'organisation. Les organigrammes de remplacement ou les plans de succession. Les organigrammes de remplacement permettent de visualiser la disponibilité interne de personnes qui pourraient occuper des postes clés devenant vacants. Ces organigrammes ou tableaux sont construits dans le cadre de la démarche de planification des carrières vues précédemment. Ils permettent de visualiser les postes pour lesquels l'entreprise a une relève suffisante et ceux pour lesquels la relève semble insuffisante ou inexistante. La liste des cadres à haut potentiel. La liste des cadres à haut potentiel est un autre outil de planification des carrières. C'est au sein de groupes restreints, constitués des principaux gestionnaires et cadres dirigeants de l'organisation, que se dresse la liste des hauts potentiels susceptibles de prendre la relève à des niveaux hiérarchiques élevés. On y désigne nominativement les employés, en précisant le type de poste qu'ils pourraient occuper et les délais dans lesquels ils seraient prêts à y accéder, court ou moyen terme. Par exemple, un haut potentiel peut être susceptible de devenir directeur ou vice-président dans les 3 années à venir, ou être apte à gravir 1 ou 2 échelons et à gérer une fonction globale de l'organisation d'ici 1 an. Les politiques de gestion des carrières. Chaque entreprise effectue des choix différents en matière de gestion des carrières, selon la priorité que les dirigeants accordent à cette pratique.
Certaines mettent sur pied une politique de gestion des carrières qui précise les droits et les privilèges accordés aux salariés pour favoriser leur croissance professionnelle. Il peut s'agir, à titre d'exemple, de donner la possibilité à tous de bénéficier de congés pour études, de financer leurs frais d'inscription pour toute formation diplômante ou de leur faire bénéficier de congés sans solde pour se réorienter. Toutes ces décisions témoignent de l'importance que l'on donne à la gestion des carrières, encourageant les salariés à croître et à suivre leur propre cheminement de carrière au sein de l'entreprise. Un autre enjeu de la politique de gestion des carrières est de démontrer la place accordée à la promotion interne lors des affichages de postes. Lorsqu'un poste devient vacant, il est possible de le pourvoir à l'interne ou à l'externe. Le choix de la promotion externe, d'une part, favorise l'accès à des compétences distinctives, souvent absentes au sein de l'organisation, et à des manières de penser nouvelles et différentes. La promotion interne, d'autre part, valorise la progression des personnes déjà présentes dans l'organisation. Elle favorise la reconnaissance des compétences et des réalisations, offre des perspectives de progression qui retiennent et motivent les salariés, et permet ainsi de conserver les employés de talent en les faisant croître. Les personnes promues connaissent bien la culture et les rouages de l'organisation, de sorte que leur apprentissage dans le nouvel emploi est souvent plus rapide. Les politiques de gestion des carrières peuvent préciser les règles en matière de promotion, par exemple en exigeant que, pour tout poste vacant, l'on effectue un affichage de poste et que l'on accorde la priorité aux candidatures internes. Les lières d'emploi et les lières professionnelles. Certains outils de gestion de carrière visent à clarifier les perspectives d'évolution qui s'offrent aux salariés, selon le type d'emploi qu'ils occupent. Ces outils sont surtout utiles dans de grandes organisations, pour aider les individus à repérer des chemins ou voies de progression possibles pour eux, appelés des filières. La filière d'emploi consiste en la reconnaissance d'une filière hiérarchique qui permet de passer d'un emploi à l'autre. Elle montre les cheminements qui conduisent à des postes ayant des niveaux de complexité et de compétences de plus en plus élevés. Elle permet de clarifier les possibilités d'évolution verticale pour un groupe d'emplois donné et de préciser l'évolution possible qu'offre l'organisation en fonction des besoins de compétences nécessaires au bon déroulement de ses activités. La filière professionnelle facilite, quant à elle, la progression de la carrière au sein d'un même métier. Contrairement à ce qu'on observe dans la filière hiérarchique, une personne peut faire carrière sans jamais occuper un poste comportant des responsabilités de gestion. On trouve ce type de filière dans l'industrie des services informatiques, dans celle des produits pharmaceutiques, dans les milieux universitaires, bref, dans des postes de professionnels associés principalement à la recherche et au développement. Ingénieurs, analystes programmeurs, chercheurs, professeurs d'université, lesquels dépendent principalement de la mise à jour continue des compétences. L'entrevue de carrière. L'entrevue de carrière consiste à recevoir un salarié et à discuter des perspectives d'évolution qui se présentent à lui à court et moyen terme. Il s'agit d'une entrevue bien spécifique, différente des autres formes d'entrevue portant sur l'évaluation du rendement ou le recrutement. En général, elle est réalisée par un spécialiste des RH, parfois en collaboration avec le supérieur hiérarchique. 3 types d'entrevues aux finalités bien distinctes sont 1. Entrevue d'évaluation, basée sur les performances passées, reliée au poste actuel et encadrée par le supérieur direct. 2. Entrevue de recrutement et de promotion, basée sur l'adéquation entre les compétences de l'individu et les besoins de l'organisation, reliée à un poste futur et encadrée par le supérieur direct et le responsable RH. 3. Entrevue de carrière, basée sur le potentiel et les perspectives d'évolution, reliée à différents postes susceptibles de devenir vacants et encadrés par le responsable RH. L'intérêt de l'entrevue de carrière est d'aider le salarié à se projeter et à anticiper son évolution dans l'organisation, pour le rendre plus proactif dans la gestion de sa carrière. Et, ce faisant, l'orienter et le préparer à évoluer avec succès. L'entrevue de carrière peut être réalisée à la demande d'un salarié désireux de progresser, mais peut aussi être institutionnalisée et intégrée dans la politique de gestion des carrières d'une entreprise. Dans ce cas, il peut être prévu, par exemple, que chaque salarié soit entendu
tous les 3 ans sur ses possibilités d'évolution. En France, notamment, depuis 2014, les organisations ont l'obligation de réaliser tous les 2 ans un entretien professionnel avec chacun de leurs collaborateurs, consacré à l'étude des perspectives d'évolution professionnelle en matière de qualification et d'emploi. La reconnaissance et le développement des potentiels. La section précédente présentait un aperçu des outils et des méthodes qui facilitent la compréhension des trajectoires et des perspectives de carrière. Ces outils sont utiles pour mieux cerner les besoins organisationnels et les faire connaître aux salariés. Cependant, le rôle des gestionnaires des RH ne s'arrête pas là. Ils doivent aussi aider à déceler les talents de demain et à les préparer à exercer de nouvelles fonctions en les accompagnant dans l'acquisition des compétences requises. Cette section présente les principaux outils de reconnaissance et de développement des potentiels. Les évaluations du rendement. Même si l'évaluation du rendement sert avant tout à faire le point sur des résultats passés, elle contient en général un volet consacré à la détermination des possibilités de développement de l'individu, par rapport au poste actuel ou à un futur poste potentiel. En matière de gestion des carrières, les évaluations antérieures du rendement sont souvent utilisées pour effectuer des choix de mobilité, de promotion ou pour détecter la relève. Cette approche est efficace, car il existe un lien significatif entre le résultat des évaluations du rendement et la capacité à occuper un poste futur. Toutefois, potentiel et rendement sont 2 notions bien distinctes, comme nous l'avons vu dans la partie 1 de la gestion des carrières. C'est pourquoi, même si les évaluations du rendement sont utiles pour préciser les compétences et les capacités d'un individu, elles ne suffisent pas pour déterminer son potentiel. Par exemple, un excellent professionnel peut se révéler un piètre gestionnaire, et, à l'inverse, une personne peut exceller dans la gestion d'une équipe tout en se sentant moins à l'aise dans un poste plus technique. Il est donc important d'utiliser les évaluations de rendement en complément des autres outils de détection du potentiel.